L'histoire se souvient de Niccolò Machiavel comme l'homme qui conseillait au prince d'embrasser la cruauté et d'abandonner la moralité. Mais si son idée la plus controversée n'était pas d'être mauvais, mais plutôt concernait les dangers d'être trop bon, Machiavel a vu des dirigeants vertueux se faire écraser, tandis que ceux moralement flexibles prospéraient. Sa conclusion inconfortable: dans un monde plein de tromperies et de violence, la pure bonté ne fait pas que échouer, elle est dangereuse. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sombre réalité que les bonnes personnes ne veulent pas affronter. Parfois, être bon vous détruit, vous et tous ceux qui vous entourent. Le philosophe incompris. La plupart des gens connaissent Machiavel pour une seule phrase: « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Mais réduire son œuvre à un manuel pour tyrans passe à côté de son intuition révolutionnaire. Machiavel n'enseignait pas aux dirigeants comment être mauvais. Il les mettait en garde contre les conséquences d'une bonté naïve. Né à Florence en 1469, Machiavel a été témoin d'innombrables troubles politiques. Des royaumes se sont élevés et sont tombés. Des dirigeants bons ont été renversés. Les pieux ont été corrompus. Et à travers tout cela, il a observé quelque chose de troublant. Les dirigeants qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus brutaux, mais ils n'étaient jamais les plus idéalistes. Après avoir été torturé et exilé par la famille Médicis, Machiavel a eu tout le temps de développer ses théories. Le résultat fut Le Prince, peut-être le texte politique le plus brutalement honnête jamais écrit. Son message principal n'était pas que les dirigeants devraient être cruels pour le plaisir de la cruauté, mais que la véritable bonté dans un monde imparfait mène au désastre. Ce qui rend cette idée si puissante, c'est que Machiavel ne parlait pas à partir d'une théorie abstraite. Il avait servi Florence comme diplomate pendant 14 ans, négociant avec tout le monde, du pape au roi de France. Il a vu de première main comment le pouvoir fonctionnait réellement, et non comment les philosophes prétendaient qu'il devait fonctionner. Cette expérience pratique lui a donné quelque chose qui manquait à la plupart des penseurs politiques: un test de réalité. La dure réalité du pouvoir. Le monde de Machiavel n'était pas de la philosophie abstraite. C'était du sang et de la trahison. Il vivait dans une Italie morcelée par des puissances étrangères, des papes corrompus et des nobles ambitieux. Les bonnes intentions ne signifiaient rien face à des adversaires prêts à mentir, tricher et assassiner. Considérez le pape Léon X, qui a dit après être devenu pape: « Puisque Dieu nous a donné la papauté, jouissons-en ». Tandis que les théologiens débattaient des Écritures, Léon utilisait l'Église comme son trésor personnel. Pendant ce temps, les dirigeants véritablement religieux voyaient leurs royaumes envahis, leur peuple souffrir. Les bons dirigeants qui refusaient de se battre déloyalement restaient rarement dirigeants longtemps. La péninsule italienne que Machiavel connaissait était un laboratoire parfait pour ses théories. Venise, Milan, Florence, Naples et les États pontificaux complotaient constamment les uns contre les autres. Les alliances se formaient et se dissolvaient du jour au lendemain. Des traités étaient signés sans aucune intention de les honorer. Dans cet environnement, le dirigeant qui prenait les promesses au pied de la lettre était condamné. Prenez le destin de Ludovico Sforza, duc de Milan. Lorsque Charles VIII de France a envahi l'Italie en 1494, Ludovico a essayé de jouer sur tous les tableaux. Il avait invité les Français en premier lieu, espérant les utiliser contre Naples. Mais il n'a pas réussi à sécuriser sa position par les méthodes impitoyables que Machiavel préconiserait plus tard.
son sort? Trahi par des mercenaires suisses, livré aux Français et laissé mourir dans une prison étrangère. Son peuple a souffert sous l'occupation. Machiavel n'était pas impressionné par une éthique fleurie déconnectée des résultats. Il jugeait les actions non par leur pureté morale, mais par leurs conséquences. Si être bon conduit à ce que votre ville soit mise à sac et vos citoyens asservis, à quel point votre leadership était-il vraiment bon? C'est la première dure vérité de Machiavel. Le monde juge les dirigeants par les résultats, pas par les intentions. Un dirigeant qui maintient des standards moraux élevés tout en regardant son État s'effondrer a failli à son devoir le plus fondamental, protéger son peuple. Le paradoxe de la vertu. Maintenant, la partie inconfortable. Machiavel soutenait que les vertus traditionnelles, honnêteté, générosité, miséricorde, fidélité, ne sont pas toujours vertueuses en pratique. Prenez la générosité. Un dirigeant qui donne généreusement pour paraître généreux finira par épuiser le trésor. Pour maintenir cette vertu, il doit taxer lourdement, transformant des sujets autrefois reconnaissants en ennemis amers. Le dirigeant véritablement prudent maintient une réputation de générosité tout en gardant soigneusement les ressources, paraissant généreux sans mettre l'État en faillite. Machiavel désigne Ferdinand d'Espagne comme un maître de cet équilibre. Ferdinand a financé d'énormes campagnes militaires sans écraser son peuple d'impôts. Comment? En rendant ses guerres autofinancées et en ciblant soigneusement sa générosité là où elle créerait une apparence maximale de munificence avec un coût réel minimal. Son apparente avarice dans certains domaines permettait une générosité authentique là où cela comptait. Ou considérer l'honnêteté. En diplomatie, une transparence complète est un suicide quand d'autres complotent. Machiavel a observé que les princes qui tenèrent leur parole seulement quand c'était pratique survivaient plus longtemps que ceux qui considéraient le respect des promesses comme absolu. Le dirigeant fidèle négociant avec des partenaires infidèles était comme quelqu'un amenant un couteau à une fusillade, admirablement intègre, mais finalement condamné. Cela ne signifie pas mentir constamment. Cela crée ses propres problèmes. Cela signifie reconnaître quand l'honnêteté sert votre État et quand elle le met en danger. Quand le pape Alexandre VI violait constamment sa parole, tout le monde a appris à ne pas lui faire confiance, limitant son efficacité. L'habileté consiste à savoir quand être honnête et quand les circonstances exigent le contraire. Même la miséricorde peut se retourner catastrophiquement. Cesare Borgia, que Machiavel admirait, nomma une fois un gouverneur sévère pour pacifier une région rebelle. Quand la sévérité du gouverneur provoqua du ressentiment, Borgia le fit exécuter publiquement, paraissant miséricordieux tout en envoyant un message puissant. Une cruauté sélective empêchait un bain de sang plus important plus tard. Nous voyons la même dynamique avec la justice. Machiavel raconte l'histoire de Barnabo Visconti, dirigeant de Milan, qui demanda une fois à un prêtre s'il irait au paradis ou en enfer. Le prêtre répondit au paradis, bien sûr. Visconti le fit immédiatement arrêter, disant « Tu dois mentir. Si tu savais que j'allais au paradis, tu n'aurais pas peur de me dire que je vais en enfer. » Cette justice extrême créait la peur, mais une peur qui maintenait l'ordre. Le schéma est clair. Les vertus traditionnelles, appliquées rigidement et sans égard aux circonstances, créent souvent les désastres mêmes qu'elles sont censées prévenir. Le dirigeant véritablement vertueux sait quand suivre la moralité conventionnelle et quand le faire serait catastrophique. Le lion
et le renard. Le prince conseille célèbrement qu'un dirigeant qui réussit doit être à la fois lion et renard, assez fort pour effrayer les loups, assez rusé pour reconnaître les pièges. Ce n'est pas seulement un conseil tactique, c'est une remise en question fondamentale de la pensée morale simpliste. Considérez comment nous élevons les enfants. Nous leur enseignons des règles simplistes. Ne mens jamais. Partage toujours. La violence n'est jamais la solution. Ces absolus fonctionnent à la maternelle, mais s'effondrent à l'âge adulte. Nous savons que parfois nous devons retenir la vérité pour épargner les sentiments. Parfois, partager favorise un comportement nuisible. Parfois, la force protège les innocents. Machiavel a simplement appliqué cette complexité morale adulte à la politique, où les enjeux impliquent des milliers de vies. Le dirigeant véritablement éthique, selon lui, n'est pas aveuglément vertueux, mais vertueux quand c'est possible et pragmatique quand c'est nécessaire. Cette approche a scandalisé l'Italie de la Renaissance, imprégnée d'éthique chrétienne qui mettait l'accent sur la pureté du cœur plutôt que sur les conséquences. Machiavel ne s'opposait pas à la moralité elle-même. Il s'opposait à une version infantile de la moralité qui ignore les résultats. Le véritable bon dirigeant sait quand le comportement traditionnel bon sert le bien commun et quand ce n'est pas le cas. Plus subtilement, Machiavel suggérait que paraître posséder toutes les vertus traditionnelles importe plus que de les avoir réellement. Le dirigeant doit sembler miséricordieux, fidèle, humain, religieux et droit, mais pratiquer rigidement ces vertus quand les circonstances exigent le contraire est un suicide politique. Ce n'est pas simplement du cynisme, c'est reconnaître la psychologie humaine. Les gens jugent les dirigeants par les apparences et les résultats, comprenant rarement les calculs moraux complexes derrière les décisions difficiles. Exemples historiques, le prix de la pure vertu. L'histoire fournit d'innombrables exemples prouvant que Machiavel avait raison. Prenez Moctezuma II, empereur des Aztèques. Quand Hernán Cortés est arrivé avec une petite force d'Espagnols, Moctezuma les a accueillis honorablement, suivant la tradition diplomatique. Sa bonne volonté a été récompensée par l'emprisonnement et la destruction de sa civilisation. Quel bien son hospitalité a-t-elle fait à son peuple? Ou considérez Louis XVI de France. Contrairement à ses prédécesseurs plus impitoyables, Louis voulait sincèrement aider ses sujets souffrants. Il a tenté des réformes, soutenu la Révolution américaine et hésité à utiliser la force contre les premiers révolutionnaires. Sa récompense? La guillotine. Son amélioration morale par rapport au roi précédent ne signifiait rien une fois les événements échappés à son contrôle. Plus récemment, examinez ce qui est arrivé à Jimmy Carter. En tant que président, Carter a mis l'accent sur les droits de l'homme et les transactions honnêtes. Il a refusé de s'engager dans le genre de manœuvres politiques que ses prédécesseurs avaient normalisées. Le résultat fut une présidence considérée comme inefficace, malgré la vertu personnelle indéniable de Carter. Puis, il y a le cas de l'empereur Pertinax de Rome, qui a pris le pouvoir après l'assassinat du corrompu Commode. Pertinax était honnête, frugal et déterminé à restaurer les finances de Rome et la discipline militaire. Tous des objectifs admirables. Le résultat? Sa propre garde prétorienne l'a assassiné après seulement 86 jours au pouvoir, quand il a essayé de réformer leurs privilèges. Sa vertu l'a rendu inapte aux réalités de la politique romaine. La leçon se répète à travers les cultures. L'empereur Ming Hongxi était connu pour ses politiques humaines et sa moralité personnelle. Pendant son bref règne de 9 mois,
Il a libéré des prisonniers politiques, réduit les impôts et mis fin à des expéditions étrangères coûteuses. Les historiens louent sa compassion, mais sa mort prématurée a laissé la Chine non préparée aux défis futurs que son père, plus pragmatique, aurait pu anticiper. Le schéma continue aujourd'hui. Les dirigeants qui refusent de s'engager dans la réelle politique, qui insistent sur une transparence parfaite et un comportement constamment noble, accomplissent rarement leurs objectifs. Leur échec vertueux ouvre la voie à des successeurs moins scrupuleux. Machiavel soulignerait la cruelle ironie. En s'accrochant à la pure vertu, ces dirigeants ont assuré leur incapacité à faire des choses vertueuses. Le pouvoir est allé à ceux ayant moins de contraintes morales. L'argument du plus grand bien. Ceci nous amène à l'idée la plus difficile de Machiavel. Parfois, des actions apparemment immorales servent des fins véritablement morales. Considérez une expérience de pensée. Vous êtes le dirigeant d'une petite nation envahie par une dictature brutale. Vous capturez un officier ennemi qui sait où son armée attaquera. La moralité traditionnelle dit que la torture est mal, mais si extraire cette information sauve des milliers de vos citoyens, est-ce que refuser d'utiliser des mesures sévères est réellement moral? Ou est-ce de la lâcheté morale déguisée en principe? Machiavel soutiendrait que les dirigeants font face à ces choix impossibles régulièrement. La réponse véritablement vertueuse n'est pas d'adhérer à des principes abstraits indépendamment du résultat, mais d'accepter le fardeau moral d'agir parfois d'une manière qui, bien que troublante, prévient un mal plus grand. Cela devient plus clair quand nous considérons comment les États prospères fonctionnent réellement. La sécurité qui permet aux citoyens de vivre paisiblement nécessite des dissuasions qui reposent sur la menace crédible de violence. La prospérité qui sort des millions de la pauvreté exige souvent une compétition économique qui crée des perdants individuels. La stabilité qui permet l'épanouissement humain nécessite parfois des compromis avec des alliés profondément imparfaits. Machiavel comprenait que gouverner signifie naviguer à travers ces contradictions. Le dirigeant qui refuse d'accepter cette complexité ne préserve pas la pureté morale. Il refuse la responsabilité qui accompagne le leadership. Ce n'est pas du relativisme moral, c'est du réalisme moral. Cela reconnaît que dans un monde imparfait, un comportement parfait produit souvent des résultats terribles. Le dirigeant qui refuse de se salir les mains ne préserve pas sa vertu. Il abdique sa responsabilité. L'approche de la sagesse pratique. Ce que Machiavel préconise finalement n'est pas d'abandonner la moralité, mais de développer une sagesse pratique. Cela signifie comprendre quand les vertus traditionnelles servent leur but prévu et quand elles deviennent contre-productives. Par exemple, la véracité renforce généralement les liens sociaux et facilite la coopération. Mais quand un fou vous demande où votre enfant se cache, dire la vérité devient moralement abominable. La personne sage comprend cette distinction instinctivement. De même, le dirigeant idéal de Machiavel saisit quand la générosité aide vraiment les sujets et quand elle épuise les ressources nécessaires à leur protection. Quand la miséricorde prévient les conflits futurs et quand elle encourage davantage de rébellions. Quand tenir des promesses maintient la crédibilité et quand cela mène à l'exploitation. Cette approche nuancée ne rejette pas la vertu, elle la redéfinit. La vraie vertu n'est pas de suivre aveuglément des règles morales, c'est comprendre le but derrière ces règles et savoir quand une adhérence stricte compromet ce but. Aristote appelait cette qualité phronésis, une sagesse pratique qui applique des principes généraux à des situations spécifiques. Machiavel a sécularisé ce concept, soutenant qu'en politique,
Les vertus chrétiennes conventionnelles nécessitaient souvent des modifications pour atteindre des résultats véritablement moraux. La pertinence moderne. Aujourd'hui, nous luttons encore avec les idées de Machiavel. Nous voulons des dirigeants qui sont à la fois efficaces et purement bons, mais la réalité permet rarement les deux simultanément. Dans les affaires, les entreprises avec des codes éthiques stricts se trouvent souvent dépassées par des concurrents plus flexibles. Dans les relations internationales, les nations qui refusent de s'engager avec des régimes peu recommandables perdent souvent leur influence sur eux. En politique, les candidats qui refusent de simplifier des questions complexes en formules toutes faites sont rarement élus. Considérez comment fonctionnent les démocraties modernes. Une législation efficace nécessite typiquement des compromis, des négociations et parfois des pressions. Le puriste qui refuse de s'engager dans ces pratiques peut préserver son intégrité personnelle, mais n'accomplit rien. Pendant ce temps, le dirigeant prêt à faire des compromis moralement complexes peut réaliser des réformes significatives. Regardez Abraham Lincoln, maintenant révéré comme un exemple moral. Pendant la guerre de sécession, il a suspendu l'habeas corpus, emprisonné des opposants politiques sans procès et initialement limité son opposition à l'esclavage pour des raisons politiques. Ces actions étaient-elles bonnes au sens conventionnel? Non. Ont-elles aidé à préserver l'union et finalement mené à l'abolition de l'esclavage? Absolument. Lincoln comprenait l'idée centrale de Machiavel. Le leadership exige parfois un compromis moral au service de fins morales plus grandes. Ou examiner comment nous répondons au terrorisme. Les sociétés démocratiques valorisent la procédure régulière, la vie privée et les droits humains. Mais après des attaques majeures, même les démocraties les plus libérales élargissent typiquement la surveillance, les pouvoirs de détention et les opérations militaires. Les dirigeants savent que maintenir une position morale absolutiste pourrait risquer d'autres attaques. Ils font le calcul machiavélien qu'un compromis moral limité sert mieux les citoyens qu'un principe rigide. Considérez comment nous jugeons les dirigeants politiques. Nous exigeons qu'ils ne mentent jamais, mais les punissons quand ils partagent des vérités impopulaires. Nous attendons une parfaite cohérence, puis les critiquons pour ne pas s'adapter aux nouvelles informations. Nous les voulons moralement purs mais capables de vaincre des adversaires qui se battent salement. Même dans nos vies personnelles, nous faisons face à des dilemmes machiavéliques. Le parent qui ne discipline jamais son enfant n'est pas gentil. Il ne le prépare pas à un monde avec des conséquences. L'ami qui ne délivre jamais de dures vérités n'est pas gentil. Il favorise un comportement nuisible. L'employé qui signale chaque petit écart éthique peut se sentir juste, mais peut détruire la confiance et la coopération sur le lieu de travail. Machiavel reconnaîtrait immédiatement ces contradictions. Nous n'avons pas échappé à la tension fondamentale qu'il a identifiée, notre désir à la fois de pureté morale et d'efficacité pratique dans un monde imparfait. Et cela crée un défi personnel pour nous tous. Quand nous rejetons Machiavel comme préconisant simplement l'immoralité, nous évitons de confronter son véritable défi. Sommes-nous prêts à accepter que parfois faire le bien nécessite un compromis moral? Ou préférons-nous le confort des principes absolus, même quand ils mènent au désastre? L'intuition de Machiavel n'était pas que la moralité n'importait pas, c'est qu'une moralité simpliste détruit les choses mêmes que nous valorisons le plus. Le dirigeant qui refuse de faire des compromis moraux difficiles ne préserve pas la vertu. Il abandonne sa responsabilité de protéger ce qui compte. Peut-être que la personne véritablement vertueuse n'est pas celle aux mains propres, mais celle prête à les salir quand nécessaire. Portant ce fardeau moral,
pour que d'autres n'aient pas à le faire. Dans un monde où la parfaite bonté permet parfois un plus grand mal, Machiavel nous met au défi de développer une compréhension plus mature de ce que signifie être véritablement bon. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un qualifié de machiavélique, demandez-vous, sont-ils vraiment des manipulateurs amoraux? Ou ont-ils simplement reconnu ce que le reste d'entre nous ne veut pas admettre? Que parfois, le chemin le plus court vers l'enfer est vraiment pavé de bonnes intentions?